dans l'ordre du programme, c'est maintenant le professeur Aboudaman Ouattara qui va nous parler de la nécessité de la réécriture. Et de ce point de vue, Cheikh a raison. Quelquefois, ce droit importé est comme un cheveu sur la soupe. Professeur, allez nous dire comment est-ce qu'on doit réécrire le droit africain. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, cher maître, Madame l'avocat général, Monsieur le Vice-président représentant la présidente, Maître Cheikh Diop, Monsieur le bâtonnier, distingués invités en vos grades, rang et qualité. J'avoue qu'il est difficile de parler dans l'ordre protocolaire après que le maître eut dispensé le savoir. J'aurais été plus confortable en tout cas si je portais la voix avant lui, en telle manière que l'on n'aurait pas vu peut-être les apories que j'aurais pu énoncer ça et là. Soit, c'est peut-être aussi la volonté du maître de pouvoir s'édifier si son enseignement peut-être a été peu ou prou compris et assimilé. Alors je ne vais pas me dérober. Il m'est demandé de me prononcer sur le thème suivant de la nécessité de la réécriture des droits africains. De la nécessité, pour les juristes, s'entend de discuter, de débattre sur un point donné. De la nécessité, du point de vue sémantique, est de vérifier l'impérativité, l'exigence, l'utilité peut-être également de savoir s'il faut réécrire les droits africains. Réécrire, c'est quoi? Le dictionnaire, enfin, le Larousse, nous enseigne que c'est l'action d'écrire ou de rédiger à nouveau. Alors, je m'arrête parce que si c'est l'action d'écrire ou de rédiger à nouveau, le sujet tel qu'il est formulé m'interloque quelque peu. S'agit-il d'aborder les droits africains, les droits des Africains, ou plutôt de discuter des droits en Afrique? S'il s'agit des droits des Africains, la question n'a, en tout cas dans le cadre de cette conférence, aucune pertinence, dès lors qu'il s'agit d'aborder aux droits subjectifs, les droits sujets comme l'on dit, c'est-à-dire des prérogatives attachées à une personne ou à une collectivité. Et donc le sujet n'aurait pas beaucoup d'utilité. S'agit-il de parler des droits africains? Là encore, il y a une difficulté. Parce que si l'on regarde les auteurs les plus éminents qui se sont penchés sur la question, les droits africains sont d'essence orale, coutumière. Donc le support, c'est l'oralité. Comment réécrire alors ce qui n'a pas été préalablement écrit? On est dans une sorte de paradoxe. S'agirait-il alors des droits des Africains, ou plutôt des droits en Afrique, pour désigner un complexe de règles émanant d'un système juridique national ou d'un système juridique d'intégration, parce que je n'aime pas trop le terme droit communautaire. Si l'occasion nous est donnée, nous en expliquerons. Donc, il s'agirait peut-être, à la vérité, de parler des droits en Afrique, c'est-à-dire ces complexes de règles, qui ont été transposés à divers stades, soit avant même la condition d'État, donc par le système de ce que l'on appelle pour les historiens et également pour les publicistes, de l'application directe de Plano, donc dans les colonies, ou par le système de la spécialité législative. Ou alors il s'agirait des droits qui ont été transposés, réceptionnés à l'occasion de l'accession à l'indépendance de nos États,
en vertu de la continuité législative. Il me semble que c'est l'article 183 de notre Constitution qui le dit. Donc, avec votre permission, je pense que l'on pourrait parler des droits en Afrique. Mais de quelle Afrique parle-t-on? L'Afrique continentale? L'Afrique régionale? Quelle région? Le nord, le sud, le centre, l'ouest? Il faut fatalement prendre un parti dès lors que la fresque à l'évidence paraît hétéroclite. Afrique du Nord versus Afrique, je dirais, subsaharienne. Mais peut-être que dans l'esprit des initiateurs et des organisateurs du colloque, dès lors que l'on est dans le giron de l'espace de l'OADA, il s'agissait de s'édifier des droits tels qu'ils sont en vigueur dans l'espace. Aussi, avec votre permission, monsieur le professeur, mesdames et messieurs, le point de départ donc de la réflexion pourrait être les droits de transition, de tradition ou d'inspiration française, puisque la plupart des États membres de l'espace de l'OADA sont des anciennes colonies françaises. Je m'autorise alors à reformuler le thème de la manière suivante: de la nécessité de la réécriture des droits dans les pays membres de l'espace de l'OADA. Ainsi entendu, s'interroger sur la nécessité de la réécriture des droits en Afrique reviendrait tout simplement à s'interroger sur le point de savoir s'il est besoin ou non de réécrire les droits des pays membres de l'espace de l'OADA. À cet égard, on peut relever que si le statut personnel, c'est-à-dire ce qui concerne le droit des personnes de la famille, constitue encore un noyau dur et qu'on ait une lente révolution, le statut réel, c'est-à-dire les immeubles, et le statut des actes, conventions, contrats, actes unilatéraux collectifs ou individuels, est en train de subir une réécriture de part en part, parce qu'il intéresse le plus le droit des affaires en raison de l'externalisation des relations. Et parce qu'également, il semblait le plus opportun et le moins retort aux mutations. Pourquoi réécrire? Pourquoi serait-ce nécessaire? S'il est acquis que cette réécriture est nécessaire, quelles en devraient être les modalités? Et là, je m'arrête parce qu'il me souvient que Nicolas Nassim Taleb, qui est un auteur fameux, spécialiste de l'épistémologie des probabilités, éminent savant donc américain, disait, pour railler les juristes, que le mathématicien part d'un problème puis propose une solution. Le juriste commence par proposer une solution puis crée le problème. Alors, je pense que nous n'allons pas abonder dans cette veine, dès lors que le juriste, à la vérité, émet des hypothèses, puis passe à la vérification de ces hypothèses. Ainsi entendu, les hypothèses de départ, donc, pour cette thématique pourraient être les suivantes. La réécriture serait nécessaire, soit parce que le texte est ancien et obsolète, et partant il est inadapté, soit parce que les droits africains, ou les droits de l'Afrique, de l'espace de l'OADA, seraient incomplets, dépassés, lacunaires, voire illégaux, lorsqu'on le met en relation avec une norme supérieure. Donc, il y aurait une nécessité de mise en conformité. Soit, enfin, parce que ce droit n'est pas homogène et diffère d'un ordre juridique national à un autre. Or, à la constatation prima facie, l'arsenal juridique et judiciaire de la plupart des États membres de l'organisation faisait date. Simplement parce qu'il y avait une volonté politique, le professeur Vaudier l'a relevé, qui ne s'était pas encore mise en œuvre et n'avait pas jugé utile donc de réécrire. Or, l'OADA se caractérise par deux piliers majeurs, impératifs de sécurité juridique et judiciaire. Donc on l'aura deviné, la remise des droits ou la remise en ordre des droits des pays membres de l'espace de l'OADA dans la fabrique de la réforme semblait inéluctable. Encore faudrait-il
bien en déterminer le modus operandi. D'où la configuration de notre pensée sur ces deux observations. La réécriture, une exigence. La réécriture, une méthode. S'agissant de la réécriture en tant qu'exigence, le souci de se mettre ensemble induit nécessairement une mise en harmonie de la législation. Il faut de nécessaires adaptations. Ces adaptations sont nécessaires parce qu'elles tiennent à l'existence d'un droit obsolescent qui a parfois été critiqué à raison par la doctrine et en déphasage avec la jurisprudence et la pratique dans l'espace de l'organisation. On pourrait citer comme exemple la non prise en compte des situations de fait, notamment en droit des sociétés commerciales. Il y a également, et c'est le deuxième point, après les adaptations nécessaires, le souci de compétitivité du droit de l'espace de l'organisation. Plusieurs raisons. Il y a une véritable concurrence des droits aujourd'hui. Et pour une actualité peu ou prou récente, vous avez vu en France l'adoption de l'ordonnance qui porte réforme du droit donc aux obligations de la preuve. Ce droit aujourd'hui est plus proche du droit tel qu'il se pratique dans le système anglo-américain, notamment avec la disparition, la suppression de la notion de cause, qui était quand même consubstantielle, et pour laquelle je pense qu'il y a peut-être un recul de la vitalité et de la succulence du droit français, parce que la cause était un élément de moralisation du droit français. Il y a également le souci de performance et d'attractivité du droit pour les investisseurs, d'ouverture aux autres. Ce sont simplement les nouveaux paradigmes d'un monde de plus en plus globalisé. Le droit de l'OHADA se veut un droit résolument tourné vers l'attraction de l'investissement étranger. Il fallait donc le réécrire pour des soucis d'harmonisation, pour mettre tous les États sur le même pied, au même niveau et avec les mêmes exigences, en telle manière que l'investisseur, qu'il aille ouvrir, je dirais, sa boutique, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, au Congo, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou même au Cameroun, qu'il ait une prévisibilité des normes qui vont régir sa situation. Toutefois, la fabrique du droit ou la réécriture de ce nouveau droit passe fatalement par une méthode, au risque de manquer la finalité de la performance, donc de l'attractivité juridique et judiciaire. D'où le citron-crax de ma réflexion, la réécriture, une méthode. Et je vais aller très vite. La démarche réformiste donc des droits des pays membres de l'espace OHADA requiert donc une posture au plan de la légistique formelle d'abord, et ensuite au plan de la légistique substantielle. S'agissant des impératifs au plan de la légistique formelle, il faut une méthode. Et 3 fois hélas, bien souvent, la méthode n'est pas heureuse. Je citerai simplement un exemple. Le dépeçage des incriminations et des sanctions pénales en matière d'infraction aux droits des sociétés. On nous dit non, l'OHADA fait son affaire d'élaborer les incriminations. Pour la sanction, allez, les États, comme vous êtes souverains, nous sommes respectueux de votre souveraineté, nous renvoyons cette question à vos lumières. Mais le résultat, c'est qu'à ce jour, peu d'États ont légiféré en matière de sanctions. Ce qui fait le lit d'un forum shopping qui ne dit pas son nom. Parce que si je suis un investisseur et que j'ai envie de faire ma boutique, entre guillemets, sans risque de me voir taper sur les doigts, je vais regarder dans le giron pour savoir quel est l'État qui n'a pas encore légiféré en matière de sanctions. Je vais m'établir là-bas. Et même quand l'État a pris sur lui de légiférer sur la sanction, en Côte d'Ivoire, on peut dire que telle infraction, l'abus de biens sociaux, c'est peut-être 5 ans de prison. Si au Sénégal, c'est 2 mois, ou au Burkina, c'est 1 mois, je préfère m'établir là-bas.
Et ce n'est pas une posture heureuse. Je dirais à la limite que c'est de la poltronnerie, parce que les exemples à côté où l'on a fait masse de toutes ces considérations de souveraineté existent. Le règlement UEMOA du 11 septembre 2002, date qui nous rappelle, je dirais, des souvenirs douloureux, mais le règlement UEMOA contient en son sein un texte d'inscrimination et de sanctions pour les infractions relatives aux instruments de paiement. Le ciel n'est pas tombé sur la tête des pays membres de l'espace de l'UEMOA. Alors pourquoi ne pas faire preuve de hardiesse? Le second volet de la lessive formelle, ce sont les modèles d'inspiration. On a vu ce qui s'est passé en droit des contrats. Si la question est posée, nous reviendrons là-dessus. Qui posait essentiellement deux problèmes, celui de la cohérence de la réforme et celui de la référence de la réforme. Ensuite, nous avons les impératifs au plan de la légistique substantielle. Il faut, je pense, réfléchir sur les modalités d'implémentation de ce droit. Et je citerai deux exemples. Le statut de l'entrepreneur, qui stagne encore, n'avance pas. Parce que simplement, dans l'esprit de l'Africain, quand vous lui dites aller à la justice, il pense faire, il pense prison. Et donc il n'y va pas. La petite coiffeuse, le cireur de chaussures, ou je sais pas moi, l'artisan, il n'a rien demandé. Vous lui demandez de sortir de l'informel. D'ailleurs, il n'est pas dans l'informel. On pourra en parler. Vous lui demandez d'aller au tribunal. Il voit la prison, il voit l'officialisation de sa situation. Si l'on avait dit par exemple simplement que cette immatriculation peut se faire dans une mairie, dans un centre de métier, dans une association de, je sais pas, d'artisans, il aurait été plus allègre à y aller. Mais quand vous lui dites, va au tribunal pour te faire immatriculer, il dit, ben non, moi j'y vais pas. C'est un problème de psychologie. Ça pose la question du hiatus entre je dirais, les personnes qui sont peut-être chargées de l'élaboration et leur compréhension des réalités sociologiques. Le second aspect, c'est celui de l'apport en industrie. 25% au maximum. Quand vous êtes en cabinet d'avocat, vous vous rendez compte que ce n'est pas, je dirais, les numéraires ou l'apport en nature qui fait la vitalité, mais c'est la puissance réflexive. Et donc, l'apport en industrie, surtout pour les startups, aurait gagné à avoir une revalorisation qui tiendrait compte de la volonté, justement, des associés. Ce cantonnement, de mon point de vue, ne se justifie pas. La SAS, enfin, qui est considérée, la société par action simplifiée, qui est considérée comme une société d'intellectuels, parce que de bout en bout, tout est dans les statuts. Donc si vous n'êtes pas intello, comme on le dit, vous pouvez difficilement aborder au SAS, qui est une forme de société qui est plus calibrée pour des holdings ou des groupes de sociétés que pour des sociétés classiques. Alors, on discutera de TeamSeed peut-être, qui traduit bien la situation en parlant des noms de la loi et des figures du jugement. Quand vous faites œuvre de légistique en faisant peut-être de la prédétermination, de la codétermination, de la surdétermination, en face, il y a une réaction du juge et parfois la réaction sociale. C'est la transcription, la transgression ou la transgression. Et le risque dans l'espace, c'est d'aboutir à la transgression. Alors, peut-être que l'œuvre de réécriture est à l'identique peut-être de la fable de Lienne, la lance de Lienne de Birago Diop, et je vais finir sur ces mots. Bouki Lienne qui s'était mis à l'idée de se faire forger une lance et qui sur le chemin donc ramasse une outre qui contient de la viande séchée, mais il ne le sait pas. Il sent l'odeur, mais il ne sait pas d'où ça vient, parce que pour lui il y avait du coton à l'intérieur de l'outre. Il arrive chez Teug le forgeron, il lui demande de lui faire une lance, moyennant quoi il lui remettrait cette besace qu'il avait ramassée en chemin. Et lorsque Teug le forgeron eut fini la lance, Bouki Lienne lui remit donc la besace. Et Teug le forgeron de l'ouvrir et de dévoiler la viande séchée. Et là, Bouki Lienne change du tout de tout. Et il dit, et je cite, «
Teug le forgeron, remets cette viande à sa place. J'ai à te parler, mon ami. Ce n'est pas une lance comme celle-là que je voulais. Comment la voulais-tu? Saurais-tu seulement la faire? Je vais te la décrire. Je veux bien. Comment te la faut-il? Je veux une lance de 7 coudées et 3 doigts. Bon, attends. Tu me la feras ensuite de la longueur d'une main seulement. Tu la rendras si tranchante qu'au simple appel de son nom, elle puisse couper. Car j'ai beaucoup d'ennemis dans le pays. Mais tu les mousseras afin qu'elles ne taillent pas. Car les enfants qui sont à la maison sont très turbulents. Et ils pourraient se couper la main en jouant avec une lame tranchante. Ça, dit Teug le forgeron, je ne le peux pas. Comment? Tu me demandes de te faire une lance longue et courte à la fois. Tu la veux en même temps tranchante et émoussée. Pourquoi ne demandes-tu pas au bon Dieu qu'il fasse nuit et jour au même moment? Je renonce à te satisfaire. Dans ce cas, puisque tu es incapable de faire quelque chose de bien, je reprends mon outre et Bouquilienne emporta sa viande séchée. Et je termine sur cette fable, peut-être parce que je n'ai plus rien à dire. Et comme le rappelle Euripide, parle si tu as quelque chose à dire de plus fort que le silence, ou garde le silence. Je crois que je vais garder le silence.